Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme toujours. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui a été amorcé sur le dernier épisode. Je vous ai demandé, à votre avis, on va parler de quoi? Et en fait, je vous avais un peu spoil le sujet, entre guillemets, en disant, ce groupe musculaire est très... Enfin, oui, c'est plutôt ces groupes musculaires sont cette zone. Ce sont des parties difficiles à travailler ou souvent mal recrutées. Et je parle ici aujourd'hui d'une zone en particulier. Vous avez essayé de deviner. Ce qui est revenu le plus souvent, c'est les mollets et les triceps. Alors, du coup, je comprends que vous avez des petits mollets avec vos mollets, des petits problèmes avec vos mollets. Vous avez des petits mollets. Allez, c'est tout pour moi. Ou des problèmes de triceps, il n'y a pas de souci. On pourra en parler une autre fois, mais ce ne sont pas des groupes musculaires qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous aider dans votre pratique, soit à mieux recruter cette zone-là, que ce soit pour d'autres sports à côté, en accompagnement, recrutement de renforcement, ou pour la musculation, le body. Je suis passé par toutes ces étapes, donc je vais vous aider et détailler en fonction, bien sûr, de ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que ce sujet, il est un peu technique. Il y a pas mal de choses à savoir, en fait, parce que c'est plutôt complexe, en fait, cette zone-là. Je vais y aller directement, et je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler du dos. Le dos, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. En fait, oui, c'est une grande zone, il y a plein de choses à l'intérieur, mais en termes de recrutement, c'est quand même particulier. C'est particulier, ça peut être très technique, selon à quel point on va détailler les choses. Si par exemple un jour, vous avez fait du split en entraînement, c'est le fait de faire un groupe musculaire par jour. Et donc par exemple, si vous aviez un jour dos, en somme, ça devait être techniquement, si c'était plutôt bien fait, je vais renverser mon verre d'eau, la plus grosse séance indéniablement de la semaine, ou du moins sans doute mal équilibrée, si pas la plus étoffée de la semaine, puisque techniquement, si vous voulez tout travailler et à un niveau égal à ce que vous pouvez faire sur d'autres séances, par exemple une séance jambes, des fois on a deux, trois exercices qui tapent les quadriceps, donc on retape le même groupe. Sauf que lors d'une séance dos, pour retaper le même groupe deux, trois fois, c'est soit un, qu'on n'a pas très bien réfléchi à cette séance-là, soit deux, bah, on n'a pas le temps, et c'est bien normal parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une séance d'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à bien comprendre le sujet. On va traiter, si vous voulez que je vous fasse un petit chapitrage pour que vous accélériez la vidéo pour ceux qui le souhaitent, le podcast. On va discuter aujourd'hui bien sûr des variétés. Qu'est-ce qu'on a dans toute cette zone? Donc ça c'est notre partie 1. En partie 2, on va discuter d'exercices spécifiques. En partie 3, on va discuter d'autres problèmes courants et des choses qu'il faut prendre en compte dans les choix. Donc on va aller dans le détail de choix. Et partie 4, c'est encore d'autres problématiques qui sont à considérer. C'est-à-dire que ce pas les problématiques majeures, mais ça peut quand même se réfléchir, ça peut être des pistes de réflexion, des modifications du travail. Sans plus attendre, on est parti pour cet épisode du jour. Alors comme d'habitude, merci, et je voulais répondre aux commentaires de la dernière fois en ce début de podcast, et bien sûr répondre à vos questions, et en l'occurrence il n'y avait pas de questions particulières, donc surtout des réponses par rapport à la question de quel était le sujet du jour, et écoutez, merci pour vos messages, ça aide toujours beaucoup de podcasts, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez laisser un commentaire, un like, vous êtes que 10% à le faire, même vous êtes très 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 nombreux à regarder les épisodes et à pas suivre le podcast, ça m'aide énormément et ça me permet de payer la personne aussi qui travaille avec moi pour ce podcast. On est parti du coup pour cet épisode. Alors, pour le dos, effectivement, on a pas mal de groupes musculaires. On peut avoir d'autres éléments qui rentrent en compte dans les choix et les problématiques effectivement qu'on va voir sur ce sujet. Et la première chose dont on doit discuter, c'est les groupes musculaires qui le composent. Le dos, c'est composé, on va dire, de 4 grands segments. On a le grand dorsal, et ça c'est ce que les gens s'imaginent de manière générale quand ils voient le dos, c'est-à-dire à quel point un dos est large, les fameuses ailes. Effectivement, sur cette partie-là, le grand dorsal, c'est à peu près ce que vous avez sur la partie extérieure. C'est les grandes ailes. C'est le muscle, en pratique, le plus large du dos. Il est responsable de l'adduction, l'extension, la rotation interne de l'épaule. Il est sollicité dans des exercices comme les tractions, ou le tirage vertical, ou des pullovers. Ok. On reverra les exercices après, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la première grande partie, c'est ce que les gens s'imaginent de manière générale sur le dos.
Ensuite, on a les trapèzes. Ça, c'est un peu oublié, pas tant que ça. Si vous y connaissez un peu, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur du dos. Les trapèzes, c'est en revanche très différent en termes de recrutement entre chacun des trapèzes. On n'a pas du tout la même façon de les travailler entre les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs. Trapèze supérieur, c'est le cintre, c'est ce que vous avez autour de votre cou. C'est ce que j'ai de plutôt développé et ce qui fait que j'ai ce V inversé ici qui rentre. Là, je les sors. Ensuite, on a les moyens qui vont s'insérer autour des omoplates. Et ensuite, on va avoir... en gros, c'est un suivi de la colonne vertébrale. Ça vous aide du coup à la stabiliser, vos omoplates. Et on va terminer même juste en dessous, effectivement, sur le milieu du dos. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'épaisseur, en gros. Ensuite, on va les travailler de manière très spécifique. Et c'est là où du coup on va discuter de ça après. On a les rhomboïdes, ou autres petits muscles autour de cette zone-là, c'est tout ce qui s'attache autour des omoplates. Là ici c'est du spécifique, voire de l'accompagné, des choses qui vont être travaillées et qui ne sont pas forcément des choses qu'on va chercher à cibler, sauf cas très particuliers. Et enfin, on a les érecteurs du rachis et les érecteurs spinaux. Vous avez vu plusieurs fois en parler dans le podcast puisqu'il y a des problématiques avec cette zone-là, à la fois des problématiques de santé, pour les blessures de certains, ou certaines, et à la fois des problématiques tout simplement parce que ça vient gérer votre stabilité, votre gainage, et parfois ça peut poser problème. Et donc effectivement, ici, on va être plutôt sur... Alors ça s'étend, en réalité, ils sont très grands, les érecteurs spinaux. Ils s'étendent sur une grande partie de la colonne vertébrale, mais grosso merdo, là où on les voit le plus, c'est sur le fameux sapin, c'est le bas du dos, où on peut voir effectivement ce sapin si vous êtes très sec. Ensuite, effectivement, on a des petits muscles stabilisateurs, je les ai réunis dans la troisième partie avec les rhomboïdes, mais c'est vrai que bon, ils sont pas forcément au même endroit. On a les petits ronds, les infraépineux, sous-scapulaires. Ils sont quand même très importants. Mais en termes de visuel, c'est pas ceux sur lesquels on se concentre le plus. Ça reste de la grande isolation si vous souhaitez les recruter. Ils sont cruciaux, ceux que je viens de citer pour la stabilité des épaules. On en a besoin pour les rotations externes, des choses comme ça. Voilà, ça peut être un travail spécifique, intéressant dans un cadre particulier, comme avec un kiné, ou tout simplement dans un échauffement ou un exercice en particulier si vous souhaitez le recruter pour des intérêts de bodybuilding, mais là c'est du très spécifique. En somme, on a toutes ces parties-là. Ça fait beaucoup, hein. Alors que si on va sur les quadriceps, on a nos 4 têtes de quadriceps, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, voilà, c'est tout, il y a 4 têtes de quadriceps, il n'y a rien d'autre à savoir. Si on regarde les fessiers, en gros, il y a 2 grandes zones sur lesquelles on va se concentrer. Si on regarde les pecs, il y a les pecs. Voilà, on va pas se dire il y a le haut de pec, il y a le bas de pec, si vous croyez encore à ça, c'est qu'il faut se réveiller. Ok, on est parti du coup pour la suite. Ce qui est plutôt technique, c'est les exercices. Maintenant, comment on va chercher à recruter ces zones-là? Et en soi, il y a 2 écoles. Il y a un, on recrute de manière générale et on va chercher du polyarticulaire, soit de l'isolation. Le polyarticulaire, c'est dans un intérêt effectivement d'avoir plusieurs articulations en jeu, ou effectivement de recruter plusieurs des muscles qu'on a cités jusqu'à maintenant. Ça, c'est un bon moyen de gain de temps. C'est un moyen de bien développer quand même ces groupes-là, mais ça n'a pas de spécificité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un plus grand recrutement que les autres, eh bien, il restera supérieur aux autres. Ok. Ça peut un peu se compenser, mais ça ne se compensera pas totalement lorsqu'il y a un déséquilibre. Et l'isolation, son intérêt, c'est d'aller chercher le recrutement de chacun de ces groupes. Alors, on peut être soit très picky, aller chercher le détail sur ces groupes musculaires-là, et effectivement aller sélectionner un grand nombre d'exercices pour avoir tout qui est bien recruté, ou aller chercher des exercices généraux qui vont travailler beaucoup de groupes musculaires. Par exemple, à la traction, on travaille une grande partie des des muscles qu'on a cités jusqu'à maintenant. Et sur d'autres exercices de rowing, parfois, on peut avoir aussi une grande variété de muscles qui sont impliqués. En somme, ce que je vous propose, c'est pas non plus de vous prendre trop la tête, c'est juste d'avoir conscience de là où vous en êtes par rapport à vos objectifs, parce que vous êtes tous très différents sur ce sujet, je le sais. Il y a vraiment de tous horizons ici. Il y en a qui vont chercher un accompagnement pour leur sport, et dans ce cas-là, effectivement, je trouve que avoir juste un recrutement avec de beaux exercices complets, c'est le plus important. Et il y en a qui vont vouloir aller dans le détail, je vous connais, Next Physique évidemment, et qui vont aller chercher plus de détails. Par exemple, dans ma pratique, pendant de nombreuses années, je me suis tout simplement développé, je voulais tout simplement être plus gros, et à partir du moment, quand j'ai eu l'idée de compétition, là, je suis allé chercher pendant 2 ans les détails que je souhaitais pour aller calibrer le physique que je souhaitais à ma compétition, ce qui m'a amené un très beau dos à l'issue. Si vous voulez voir un petit peu des photos, c'est par ici.
Ensuite, maintenant sur ma technique d'aujourd'hui, je me maintiens plutôt bien sur l'ensemble. J'étais quand même dans l'idée après ma compétition, d'aller chercher encore un peu de détails et en somme, j'ai pas assez justement des fameux trapèzes moyens, qui me manquent un petit peu. C'est le rendu que j'ai eu, par les juges, c'est ce qui me manquait, voilà. Donc, je regrette toujours le reste, mais bien sûr, c'était ceux-là qui étaient passés en priorité de travail. Donc, comment on fait pour tout ça? Alors, si on réfléchit de manière globale, effectivement, comme je vous l'ai dit, des formats de traction ou de tirage peuvent avoir une grande partie de recrutement. On peut retrouver par exemple sur des tirages aussi bien des zones de rhomboïdes, de stabilisateurs et de grand dorsal. Donc ça fait quand même beaucoup de groupes en même temps. Et on peut même avoir sur certains tirages particuliers, hein, je parle toujours à la verticale, un beau recrutement des trapèzes moyens. Voilà, ça demande un cadre spécifique, mais c'est possible. Si on se concentre sur le grand dorsal, on va y aller par segment. On va reprendre nos parties d'avant. Si vous voulez un bon recrutement du grand dorsal, souvent le plan le plus intéressant est celui à la verticale. Mais ça peut être aussi intéressant à l'horizontale. Alors c'est quoi ces plans de tirage? En gros, à la verticale, vous tirez quelque chose vers vous, comme une traction, vous ramenez, d'accord? Donc on va chercher à contracter. Et lorsque l'on est sur un plan de tirage à l'horizontale, vous allez être souvent assis ou au sol, assis sur une machine, et vous allez ramener comme une tondeuse à gazon. Donc, si on devait par exemple retenir des exercices, et si je pouvais vous conseiller, par exemple pour le grand dorsal, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les tractions. Je trouve que c'est important de savoir faire une traction parce que c'est très complet. Ça permet effectivement d'avoir un gros gain de temps sur la semaine, de recruter plusieurs zones et effectivement d'avoir une belle rentabilité d'exercice, à la fois aussi d'être plus à même de se gérer soi-même et son poids de corps. Si on veut aller chercher du détail sur le grand dorsal, les tirages à la poulie peuvent être très sympas, surtout en isolation, c'est de se mettre en décalé, effectivement, d'aller tirer sur son côté et d'aller se concentrer sur son grand dorsal. On peut le faire avec un banc, on peut le faire assis au sol, c'est aussi assez intéressant. Ensuite, on a les trapèzes. Alors les trapèzes, je vais plutôt aller segmenter. Pour les trapèzes, on a les trapèzes supérieurs. Et ceux-là, ils sont très chiants. Ils sont très embêtants parce que les trapèzes supérieurs, il n'y a qu'une seule façon de les faire. C'est de faire le mec qui sait rien. Voilà. C'est de hausser les épaules. Les épaules vers le haut. Je sais pas. Il y a quoi à manger ce soir? Je sais pas. Ça, c'est comme ça qu'on va aller chercher effectivement le travail des trapèzes avec des shrugs que vous pouvez faire effectivement pour améliorer votre stabilité scapulaire, c'est intéressant, mais de manière générale, voilà, c'est aussi quelque chose qui va renforcer cette zone-là si c'est un côté esthétique que vous souhaitez rechercher. Par exemple, en bodybuilding, on nous demande de faire du Moss Muscle Art en termes de pose et donc de faire ressortir les trapèzes. Si vous n'en avez pas, ça va merder. C'était un problème que j'avais, j'en avais pas assez. Pourtant, ils sont quand même très importants, je trouve, pour quelqu'un de naturel, mes trapèzes supérieurs, mais effectivement insuffisants en compétition, à côté du mec tellement énorme qu'il y avait pour la première place. Cependant, les trapèzes, effectivement, supérieurs, demandent un travail de shrugs. Un travail de shrugs qui est prenant, puisqu'effectivement, du coup, ça veut dire faire souvent la même chose dans la semaine, et en faire une belle quantité. Ensuite, on a pour les trapèzes moyens la possibilité effectivement de faire des tirages vers cette zone. Donc ça peut nous aider de faire des face pulls par exemple. Mais d'autres manières, voilà, c'est l'idée d'aller serrer les omoplates. Et là, vous allez avoir un recrutement technique des trapèzes moyens. Et ensuite, pour les trapèzes moyens inférieurs, on a les autres tirages effectivement qui sont plutôt à l'horizontale, qui peuvent vous permettre de recruter ces zones-là et d'être spécifique. Il y a des machines qui permettent de le faire, ou c'est possible de le faire effectivement à la poulie ou même à l'haltère. Ensuite, de manière générale, pour tout ce qui est rhomboïde, si vous avez des tirages horizontaux et verticaux, normalement, ils devraient être bien recrutés. Sauf s'il y a une particularité dans votre génétique qui fait que, voilà, c'est pas hyper bien placé. Normalement, vous allez pouvoir trouver ce qu'il faut. Par exemple, un rowing assis à la poulie, ça fera le job soit pour les trapèzes, soit pour le grand dorsal, selon votre placement. Ça va être à vous de voir. Vous allez voir des fois des gens se pencher un peu sur le côté, tout ça à la salle. Eh bien, c'est effectivement souvent pour cette question-là, c'est d'aller cibler l'un ou l'autre. Et ensuite, pour les rhomboïdes, on peut aussi avoir des tirages horizontaux à la barre qui peuvent effectivement être très sympas. Mais de manière générale, je vous conseille d'avoir une petite variété entre des tirages horizontaux, effectivement, et verticaux, si vous voulez des exercices qui sont plutôt complets. Pour les érecteurs du rachis, là, ici, érecteur spino,
On a besoin d'aller travailler d'autres exercices complètement différents. On a par exemple les soulevés de terre qui vont effectivement travailler cette zone et toute la chaîne postérieure aussi de manière générale. C'est extrêmement complet. Par exemple, je suis un grand fan du RDL. Vous m'avez vu faire ça pendant de très nombreuses années pour ceux qui me suivent sur Insta. J'ai fait une énorme progression dessus depuis des années jusqu'à me stabiliser aujourd'hui. Et effectivement, sur ces exercices-là, comme celui-ci, vous avez un recrutement des ischios, vous avez un recrutement des fessiers, vous avez un recrutement du coup de nos érecteurs spinaux qui est très sympathique, et aussi un très très bon gainage aussi derrière sur d'autres groupes. En termes de synergistes, c'est ces trois-là. Après, il y a d'autres stabilisateurs. Mais voilà, globalement, ça reste ceux-là qui sont synergistes et qui sont très bien travaillés. Ça fait 3 groupes pour un exercice, c'est très très rentable, j'aime beaucoup. On peut travailler de la même façon aussi des good mornings. Alors personnellement, je trouve que c'est très difficile à mettre en place et implémenter et rester bien gainé, et surtout dans une programmation pas toujours facile à placer les good mornings, mais ça reste un très bon exercice effectivement pour recruter ces zones-là. Et autre élément, par exemple, autre exercice qui peut vous aider à travailler sur cette zone, c'est tout simplement le travail sur un banc à lombaire qui est fait pour ça. À l'époque, on appelait ça les lombaires, mais c'était un peu grossier. Aujourd'hui, on parle plutôt d'érecteurs du rachis, effectivement. Vous pouvez les recruter très bien sur des bancs à lombaire aussi à côté. Et effectivement, pour tout ce qui est stabilisateur, vous pouvez tout simplement les travailler un petit peu à l'élastique, etc. En échauffement, c'est pas mal à faire. Même si vous faites des planches, par exemple, et que vous allez travailler sur les planches, il ne faut pas croire que vous allez travailler que votre gainage au niveau de la sangle abdominale, vous allez aussi travailler derrière sur ce côté-là. Voilà. Et vous aurez un recrutement complet. Si vous faites des RDL, des tirages verticaux, des tirages horizontaux, vous aurez globalement tout ce qu'il faut pour les groupes musculaires du dos. Maintenant, si vous voulez aller dans le détail, il va falloir réfléchir à chacune de ces parties pour effectivement les avoir. Et là, on rentre dans les problématiques qui, effectivement, facilitent pas la tâche. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour l'instant, c'était pas très compliqué ce que je vous ai dit. Et si je vous ai dit que souvent le dos, c'est difficile à programmer, en fait, c'est parce que déjà, il y a cette grande variété de groupes musculaires. Ensuite, il y a les différences de force, c'est-à-dire que des fois, on a un groupe qui a vraiment pris le relais sur un autre, et du coup, on n'arrive plus à travailler le petit groupe. Donc c'est la merde, il va falloir isoler différemment, réfléchir. Exemple, dans ma pratique, pendant de nombreuses années, j'ai fait trop de grands dorsales et trop peu de trapèzes. Je me suis retrouvé à me dire, ok, va falloir taffer tes trapèzes, mon grand. Bingo, c'était le confinement, et tant mieux, j'avais plus de poulies. Confinement, j'avais une grosse barre, des haltères. J'ai fait plein de drawing, plein de drawing. j'ai row comme jamais. J'ai bien ramé pendant les 2 ans de confinement, et du coup j'ai fait beaucoup de drawing et de ciblage du coup des trapèzes. Résultat, après ça, je me suis retrouvé avec ok, maintenant t'as trop de trapèzes, t'as plus assez de grand dorsal. J'ai bien défoncé mon grand dorsal, je suis arrivé en compétition avec légèrement moins de trapèzes que nécessaire. N'empêche que ça va, j'étais proche de l'équilibre. Du coup, maintenant, je me suis retrouvé à reprendre plus de trapèzes. Souvent, on fait un petit relais tandem, comme ça peut arriver selon les programmations. J'ai vu souvent ça chez les coachés aussi que j'ai pu avoir. C'est toujours pas toujours facile d'avoir un équilibre entre les deux. Maintenant, c'est vraiment du détail. Je suis en train de vous parler vraiment de bodybuilding à ce moment-là et de détails dans le physique. C'est pas forcément obligé de se prendre autant la tête. Clairement, voilà, la photo que je vous ai mise, je vous la remets maintenant une deuxième fois. Je pense que beaucoup de personnes seraient très contentes d'avoir juste ce dos-là. Je relativise, mais en même temps, je vous fais relativiser parce que on n'est pas forcément obligé d'aller autant dans le détail. Vous inquiétez pas, pas besoin d'aller aussi loin, sauf si ça vous intéresse. Et on continue. Troisième problématique avec le recrutement de notre dos, c'est la stabilité. Ah, la stabilité, ça c'est le mot de 2024. La stabilité, on la place de partout. Ça peut devenir un peu dangereux même de réfléchir trop à la stabilité. Je crois même, j'avais envie de faire même un podcast. La semaine dernière, j'étais en train de marcher dans la rue et j'étais en train de me dire, les gens ils abusent sur la stabilité quand même. Et en fait, j'ai même réfléchi, je suis allé plus loin dans ma réflexion, j'ai dû faire 20 minutes de réflexion en marchant. Et je me dis, en fait, c'est vrai que même moi, j'ai un peu abusé sur la stabilité. C'est-à-dire que le problème de la stabilité, c'est quand on en fait trop. On travaille plus son gainage, on travaille plus les érecteurs spinaux, et du coup, notre tronc est plus assez solide et on se blesse. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ne plus réussir, par exemple, le test de Sorensen, que j'ai retravaillé cette année. Et je me suis dit, putain, tu tiens pas les 3 minutes, frère. Alors ça, c'est un test qui vous permet de savoir si vos érecteurs sont plutôt pas mal et vous permettent de tenir de manière générale. En gros, vous devriez être capable de le faire sans effort. Et bien, moi, je tenais limite les 3 minutes. Hein. C'était chaud, je m'arrêtais à 2-3 minutes. Donc pour ça, il faut un ballon, quelqu'un qui tient vos pieds, et il faut tenir votre dos comme ça pendant 3 minutes, en hauteur. Et là, je me suis dit, ok, bon, je me suis dit, j'étais avec mon kiné, on s'est dit, ok mec,
va falloir travailler un petit peu plus tes érecteurs spinaux. Alors maintenant, je suis au CrossFit, donc c'est vraiment pas un problème, c'est un endroit qu'on va surtravailler. Mais c'est vrai que dans la pratique de musculation de nos jours, bodybuilding, on a tendance à aller chercher plein de machines, à aller chercher de la Smith, du câble et des exos polyarticulaires. On a tendance à les réduire petit à petit, de moins en moins les utiliser, et du coup d'avoir un retard sur sa stabilité véritable. C'est-à-dire, en fait, ouais, non, je prends des exos totalement accompagnés, et du coup, il n'y a plus de travail de la sangle abdominale, il n'y a plus de travail des érecteurs spinaux, vous tenez plus en place, vous vous blessez. Et c'est ça aussi le problème quand on a des différences de force et de développement entre les groupes musculaires, c'est que si votre tronc, il suffit pas, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est cool au niveau visuel des fois de se dire, ok, j'ai un magnifique corps en V, ouais, mais à un moment donné, ça vous amène des petites blessures. Moi, ça a été mon cas, rien de grave, mais effectivement, pendant 6 mois, là, 1 an, je faisais plus vraiment de RDL, je progressais plus parce que tout simplement, à chaque fois que je l'ai tenté, mon dos, il lâchait. Parce que, encore une fois, mes érecteurs, c'était plus les mêmes que j'avais avant. Et pas tout ça, c'est venu par le fait que je suis arrivé à Strasbourg, après la compète, je me suis dit, ok, tu vas essayer d'atteindre la première place en France, tu vas aller chercher ça, tu vas aller dans les détails de tel équipement. C'est cool, j'ai eu le détail, j'ai avancé sur les détails qui me correspondaient en termes d'évolution. Problème, j'ai choisi beaucoup plus de stabilité, moins d'exercices, on va dire, plus polyvalents, effectivement, et qui permettent de renforcer ce gainage. Et du coup, on a eu ce problème. Et j'étais en train de marcher à pied l'autre jour, et je me suis dit, mais en fait, tout le monde fait ça maintenant. Et j'ai peur, en vrai, quand je vois la pratique de plein de jeunes ou plein de personnes à fond dans la muscu, et les salles sont de mieux en mieux équipées, avec des équipements comme ça, et ça peut être très utile dans certaines situations, vraiment. Ça peut être cool aussi d'avoir un très bel équilibre sur des équipements comme ça, mais souvent les gens ne travaillent plus vraiment totalement ça. On a les powerlifters qui, eux, continuent de faire des deadlifts, des trucs comme ça, et t'as d'autres gens qui font totalement du body, et tu les vois, c'est ceinture à gogo, machine accompagnée totalement. Je suis pas sûr que ces gars, ils tiennent des deadlifts après derrière. Voilà. Et du coup, effectivement, à un moment donné, ça va casser. Donc la stabilité, c'est cool. C'est très important, évidemment, pour avoir un bon recrutement et se focaliser. Je vous dis pas de faire des exos totalement instables, de faire des exos sur un bosu, non, certainement pas. Mais voilà, avoir une stabilité scapulaire, ça vous permet aussi de bien gérer votre recrutement et votre ciblage. Par exemple, faire des bons rowing au câble entre choisir de fixer le grand dorsal ou d'aller chercher de bien serrer les trapèzes. Mais si on n'est pas stable, c'est compliqué. Je vous demande pas de rester instable. Mais je trouve que par exemple, garder des tractions, c'est important. Ça vous permet de recruter plein de muscles, de garder effectivement une bonne variété, voilà, ou des exercices de ce type-là. C'est très sympa. Encore une fois, on a évidemment chacun nos spécificités. Il y en a pour qui ça va amener des gènes. Ok, ça arrive. Mais de manière générale, essayez de garder quand même quelques exercices polyarticulaires pour continuer de bien vous développer. Donc effectivement, la stabilité, ça peut être nécessaire d'y réfléchir dans certains exercices. Et je trouve que la meilleure façon, c'est d'avoir un bon équilibre sur ces séances et de ne pas faire tout en totale stabilité. Sinon, à un moment donné, il risque d'y avoir un problème. Je comprends que des fois, c'est un sacrifice que l'on choisit dans certains cas de figure, par exemple dans du bikini ou des compétitions effectivement où on va chercher comme moi le classique physique, où j'avais un physique très en X. Bah oui, on cherche à avoir une taille fine comme en bikini et du coup pas des érecteurs rachis et des abdos qui pètent au plafond parce que sinon on a une ceinture qui est trop large. Mais il faut être conscient que c'est pas équilibré, c'est pas un physique équilibré. Voilà, c'est la réalité. Donc à réfléchir. La stabilité, c'est un grand sujet. Je voulais quand même en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, ça peut gêner. Voilà. Donc on a des exercices d'isolation qui peuvent effectivement nous permettre de réduire cette problématique et donc d'ajouter un max de stabilité. L'avantage aujourd'hui des machines qu'on peut avoir ou des exercices que l'on peut mettre en place au câble. Bien sûr, un travail unilatéral va souvent permettre aussi une meilleure stabilité. Ça, c'est à savoir. Ensuite, on a un autre problème, notre quatrième problème et qui reste parmi les problèmes courants pour le recrutement du dos, c'est la force et la fatigue des biceps. Pour les tirages, on va souvent utiliser les biceps. Je vous l'ai dit plein de fois dans le calcul des volumes, pour savoir quel est mon volume sur une séance, les biceps sont souvent très utilisés. Une traction, on utilise les biceps en synergisme à 100%. Un tirage, on va être souvent proche du 100%. Il y a beaucoup d'exercices où effectivement, les biceps sont très recrutés. Et si un jour vous devez calculer votre volume de biceps, il va falloir compter ces exercices de dos à l'intérieur de votre volume global.
Et effectivement, oui, ils sont bien inclus, parfois pas du tout, et c'est pour ça que vous avez des exercices spécifiques comme les lat prayers, les pullovers, qui peuvent vous permettre d'enlever justement ce recrutement de biceps si vous voulez le garder pour de l'utilisation spécifique. Exemple, pendant des années, je m'en suis un peu fichu, et voilà, je faisais un peu de biceps à côté, mais pas plus que ça. Année de compétition, 2 ans où je me prépare à fond sur le physique type que je souhaite. J'ai fait 3 fois du lat prayer dans la semaine, donc j'ai réduit le nombre de tirages pour ajouter des exercices spécifiques et bien me concentrer sur mes biceps et mes avant-bras. Voilà, donc je suis allé chercher un équilibre différent pour que mes biceps soient utilisés dans de la spécificité. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher cette spécificité. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Si vous n'êtes pas dans du body, vous pouvez très bien faire des exercices polyarticulaires qui vous font gagner un max de temps et qui vous permettent quand même un recrutement plus que décent. Et donc effectivement, voilà. Dans un cadre spécifique, je voulais quand même vous le préciser parce qu'il y en a que ça va intéresser. Oui, vous avez beaucoup de biceps des fois dans les tirages et ça peut effectivement, si vous faites 15 000 biceps à côté, plus tous vos tirages, effectivement, vous amener à ne pas progresser sur vos biceps parce qu'ils seront beaucoup trop fatigués. C'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai vraiment pas du tout des avantages génétiques au niveau de mes triceps et de mes biceps, donc c'est des choses sur lesquelles je suis allé chercher vraiment du détail sur mes programmations. Et effectivement, du coup, il faut parfois réfléchir à d'autres répartitions d'exercices de dos. Vous pouvez changer les prises pour éviter de recruter trop vos biceps, par exemple modifier la supination, faire de la production ou de la prise neutre, et équilibrer du coup vos tirages, mais aussi tout simplement minimiser le recrutement avec d'autres choix d'exercices comme des lat prayers, des pullovers ou des rowing qui recrutent quand même moins les biceps qu'un tirage à la verticale ou une traction. Voilà. Ensuite, autre problématique, on en a déjà parlé, je reviens un peu dessus, mais sans trop tarder, on a les érecteurs spinaux qui se fatiguent. Si on a beaucoup d'exercices où il faut se gainer, ils peuvent fatiguer dans la semaine. Exemple, en confinement, j'ai beaucoup travaillé mes trapèzes, à la barre, comme je vous l'ai dit, à l'haltère, mais tout ça, ça utilise du gainage, ça utilise des érecteurs spinaux, et je devais faire les jambes en plus à côté, je faisais des RDL pour les ischios, j'avais que ça, plus tous les squats que je m'envoyais dans la semaine, tout ça, les érecteurs spinaux, ils étaient chauds. Je suis arrivé post-confinement, j'avais une ceinture, je crois que j'avais pris 2 cm de taille au niveau abdos, plus érecteur spinaux avec un physique enfin toujours au même niveau de masse graisseuse. J'étais putain, quand même. Donc en fait, oui, effectivement, les érecteurs spinaux peuvent effectivement être fatigués et tout simplement vous empêcher d'avancer parce que trop recruté dans la semaine, si par exemple on fait tout le temps du polyarticulaire, ça passe pas toujours. Selon vos capacités de récupération, c'est pas toujours possible d'aller chercher votre volume max sur vos quadriceps, vos ischios et compagnie et votre dos, et en même temps du coup faire que des exercices qui sollicitent cette zone-là. Donc parfois le gainage va pas suffire et va lâcher et peut même vous amener à faire des bêtises. Donc attention. Ensuite, du coup, dernière problématique majeure, c'est comment on calcule son volume d'entraînement sur ces zones. Effectivement, on l'a vu, c'est une zone complexe. Ça nécessite une approche qui est quand même réfléchie et voilà, bien réfléchir au volume de chacun des groupes. Moi, ce que je vous propose et ce qui va suffire en grande partie, c'est de réfléchir. Mon grand dorsal, combien de fois j'ai recruté? Mes trapèzes, combien de fois je les ai recrutés au niveau moyen? Mes trapèzes supérieurs, combien de fois je les ai recrutés? Et voilà, on s'arrête là. On sait qu'il y aura d'autres groupes qui seront utilisés pour d'autres calculs à côté. Voilà, biceps, arrière d'épaule aussi, ça sera utilisé. Et ça, on le verra de son côté. Mais voilà, si on se concentre sur le dos, on va réfléchir au trapèze supérieur, au grand dorsal, les ailes. On va réfléchir au trapèze moyen et aux érecteurs spinaux. Donc effectivement, lorsque on calcule ce volume, donc on a ces 4 parties qui sont intéressantes en termes de répartition. Et ici ensuite en termes de calcul de volume sur ces parties, l'idée c'est d'avoir à peu près entre 12 et à peu près 30 séries pour ces groupes musculaires-là, 12 pour quelqu'un de plutôt débutant, et effectivement d'aller plus vers le 30 pour quelqu'un de très avancé niveau de compétition. Voilà, ça va dépendre effectivement de votre cadre, vous pouvez aussi le moduler selon bien sûr d'autres choses qui peuvent être rentrées dans le quotidien, les niveaux de stress, le sommeil que vous avez, les périodes que vous avez, votre nutrition, les objectifs caloriques, voilà, c'est des choses qui vont faire varier ce total de volume. On pourrait en reparler pendant très très longtemps du volume, mais c'est à peu près cette tranche-là où vous pouvez soit demander l'aide d'un professionnel, hey, coucou, ou tout simplement vous connaissez déjà en termes de calcul de volume et tant mieux, ou essayer de tâtonner, ça marche aussi, pour aller chercher ce volume idéal.
Mais voilà, si vous devez calculer cette répartition, c'est à réfléchir effectivement sur ces 4 zones. Et aussi, n'oubliez pas que certaines zones peuvent très bien être recrutées par une autre. Exemple, je peux avoir un tirage à l'horizontale qui va aussi recruter un petit peu mes érecteurs spinaux. Je peux très bien avoir un tirage à la verticale qui recrute aussi bien trapèze que du grand dorsal. Donc il ne faut pas non plus faire chou blanc, chou noir. Voilà. Il y a certaines parties qui peuvent être calculées ensemble. Je vous l'ai donné en exemple avant, mais les tractions, effectivement, on a du biceps et on a du grand dorsal. Voilà. C'est pas parce que on a un exercice qui a qu'une zone qui est recrutée. Sinon, les polyarticulaires n'auraient aucun sens. Ça n'existerait pas ce mot, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est le calcul de volume. Et effectivement, qui peut être un peu technique. Je le conçois. On a d'autres petites problématiques qui rentrent dans ce sujet, qui sont à considérer, mais qui sont pas majeures. C'est l'activation. Voilà, c'est la connexion, la fameuse connexion esprit-muscle, qui est surtout en fait l'idée d'avoir une bonne exécution pour ce qui est demandé. C'est effectivement savoir se placer selon ce que l'on souhaite recruter. Effectivement, ça peut être sympa d'avoir un bon placement, de bien se sentir et d'engager le muscle en question, mais ça ne veut pas forcément être le truc le plus important à savoir. Par exemple, on n'a pas forcément besoin de la sensation pour savoir qu'un muscle est très bien recruté. Alors excusez-moi pour l'interruption, j'ai sans doute bougé un petit peu la caméra sur le podcast à l'instant où je vous parle. Il vient de se passer une dinguerie dans les CrossFit Games, donc l'équivalent du championnat mondial, hein, finale mondiale de la compétition de CrossFit. Il y a actuellement la disparition d'un mec de ma box, un professionnel, Lazare, qui s'entraîne à Strasbourg. Le mec a disparu. Il y a eu 3 syncopes. Et en fait, il y a eu sans doute une erreur majeure de CrossFit. On en parlera prochainement, mais je pense que c'est très très gros, très très grave ce qui vient de se passer pour cet humble homme on ne le retrouve pas, sans doute noyé. On ne met jamais de la nage après la course. On va nager en premier. C'est une base de l'entraînement. Je vais terminer avec vous le reste du sujet. C'est une dinguerie ce qui se passe. Je fais toujours pas de live avec vous, mais j'aimerais beaucoup le faire. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est très grave ce qui vient de se passer. Je suis désolé si je suis moins concentré sur la fin de l'épisode. On va terminer de toute façon avec les dernières parties qui restent en problématique. Moi, je vais aller m'entraîner et je pense il y aura une ambiance très particulière à la boxe ce soir. Ok. Alors, on était sur effectivement l'activation, où j'étais en train de dire que ne vous fiez pas sans doute toujours à la sensation, puisqu'effectivement, sur ces sensations, vous pouvez avoir une erreur tout simplement qui va être que vous n'avez pas forcément de sensation sur un exercice. C'est-à-dire que si vous faites des RDL, vous n'aurez pas forcément une sensation sur vos érecteurs spinaux. Voilà, c'est normal, j'ai jamais senti en 10 ans et avec des sacrés érecteurs spinaux, mes érecteurs se comprimer sur un RDL. C'est tout à fait normal. Ensuite, autre souci qui peut être à réfléchir, c'est si vous avez des spécificités de problèmes de mobilité d'épaule ou de placement de votre colonne vertébrale. Ça, c'est très particulier. C'est à réfléchir avec un professionnel directement. Voilà, si vous avez des blessures majeures, à méditer. Ensuite, dernier point, c'est la récupération et le rôle de la nutrition qui restent évidemment cruciaux pour un bon développement de vos muscles du dos. Bien manger, manger suffisamment de protéines, manger suffisamment, avoir un bon sommeil, peu de stress, ça reste les conditions qui sont quand même d'autres problématiques qui vont amener effectivement une réflexion plus poussée sur la réussite de votre dos. Maintenant, j'espère vous avoir aidé à avoir un recrutement optimal, vous avoir apporté beaucoup d'éléments sur comment bien répartir son recrutement du dos, qui peut être très difficile à choisir. Et surtout, sans connaître tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pense que, de manière générale, on a tendance à juste balancer des exos de dos. Et j'espère vous avoir aidé aujourd'hui. Si c'est le cas, si je vous aide sur ces épisodes, je vous laisse nous aider avec Romain qui monte le podcast en suivant ce podcast et en le likant, en commentant. Comme d'habitude, depuis quelques temps, j'essaye de discuter avec vous des sujets que vous avez en début de podcast. Donc si vous avez des questions par rapport au sujet du jour, j'y répondrai au début du prochain podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode sur le lifestyle, le mode de vie. On va beaucoup parler d'entraînement ces dernières semaines. On va regarder un petit peu plus le côté mode de vie sur le dernier épisode du mois d'août avant la rentrée. Ça vous va? J'espère vous avoir aidé aujourd'hui. Je vous laisse nous aider en retour. Merci pour votre écoute. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast
Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.